Et coucou tout le monde. Alors, j'espère que vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez bien. Regardez ce que j'ai sur mon micro. Ah oui, ça se voit mieux là. Je fais ça. Voilà. J'ai enfin le petit tampon. Du coup, j'espère que ça crache plus trop, que ça crache plus du tout même. Enfin, ça serait bien. Et j'ai changé le titre du live. J'espère que ça s'affiche. Ouais, ouais, c'est bon. Ok. De la mousse. Et non pas de la mousse de jus de pomme. Oui, car sachez que le jus de pomme fait de la mousse. Et oui, fait des petites bulles. Mhm. On va vérifier ça. On va vérifier ça tout de suite, parce que je me suis pas servi exprès. Oh, il y a des petites bulles. Je peux pas vous montrer, mais il y a des petites bulles. Ça sent bon. Bon, alors dites-moi s'il y a toujours des petits pop 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 dans le micro ou pas. Enfin, genre si jamais vous en entendez à un moment du live, dites-moi, parce que ça me... Bon, voilà, ça sera embêtant. En tout cas, j'espère qu'il y en a moins. Voilà, voilà. Bon alors, du coup, que je fasse le tour des personnes présentes, mais comme d'habitude, les habitués sont là. Bonjour Blao, bonjour Anishka, bonjour Pali. Alors, on va devoir te croire sur parole, c'est ça? Eh oui, exactement, vous allez devoir me croire sur parole. Ou alors, non, le son est clean, génial. Bon, c'était pas un achat inutile. Euh... Mais je vous enverrai une photo. Peut-être que je vais ouvrir un Discord en vrai. Il y aura un salon juste dédié aux pommes. Pardon. On verra. Peut-être. Le symbole du Discord sera une pomme. Non, peut-être pas. Faut pas déconner parce que c'est pas le but du truc. Hein. Ce sera quand même de parler de savoir, etc., etc. Donc, il y aura quand même des choses à dire. Or donc, ce soir, un dragon qui bouffe une pomme. En vrai, il y a un petit montage à faire, hein, je pense. Ça me perturbe sur l'écran d'avoir un gros truc comme ça et là, bon, faut que je m'y fasse. Or donc, ce soir, on va parler de trucs qui fâchent. On va parler des trucs qui fâchent. On va parler des trucs qui fâchent. Mais la pomme est le fruit du savoir défendu. Hmm. Mais est-ce du savoir défendu ou du savoir mystérieux qu'il s'agit d'élucider au contraire? Mhm, mhm, mhm. Donc ça se tient en vrai, mais c'est tout à fait ça. Ouh, Palicraft a offert un abonnement de niveau 1. Cet utilisateur, mais Palicraft, sponsor officiel de notre chaîne, bien entendu, il n'y a que lui pour faire ce genre de choses. Je bois une gorgée à ta santé. Ainsi donc, ben, un énorme merci à toi, hein, comme d'hab. Qu'est-ce qu'on va faire sans toi? Qu'est-ce qu'on va faire sans toi? Je ne sais pas. Je suis sûr qu'il va nous sortir un jeu de mots. Voilà. Bon alors, donc ce soir. Ce soir, on parle de plusieurs choses. Tout d'abord, tu es tout le temps sur les lives, j'espère que ça te sera utile. Oui, parce que maintenant, tu peux utiliser tous les emojis grâce à l'abonnement. Donc ce soir, on parle des choses qui fâchent. On parle de sous, bien sûr. Merci Pali. On parle de sous. On parle des problèmes de l'édition, on parle des problèmes donc aussi bien d'argent en fait et de difficultés qu'il y a actuellement dans le milieu de l'édition, mais aussi de tout ce qui est je vois Blau qui utilise tous les emojis possibles, et également de tous les problèmes disons moraux ou psychologiques qu'on retrouve dans l'édition. Parce que c'est pas un monde tout rose et franchement, parfois, faut dire les choses. Mais avant tout, euh, comme ça va être un live, on va parler de trucs un peu sérieux. J'aimerais que dans le chat, je puisse compter sur vous pour faire de l'humour. Mais ça, je le sais.
Et qu'on se balance des petites phrases d'encouragement stylées, genre je sais pas encore. Mais voilà. Non, en vrai, je dis que c'est lourd. En vrai, c'est juste un sujet comme un autre, hein. On va aborder ça. Mais je pense que c'est très important de parler de tout ça. Mais d'abord, comment ça va? Dites-moi tout ce soir parce que moi j'ai passé une journée à bosser. Après, j'ai eu mal au genou. C'est génial. Et je devais faire les courses depuis dimanche. Mais quel jour on est jeudi? C'est-à-dire que depuis jeudi, je mange des restes. Enfin, des pâtes, quoi. Enfin, il faut que je puisse dans les réserves. Et donc là, j'ai enfin pu faire tout ça, pu faire les courses avec un genou, mais bon. Toi aussi, le genou, ouais, ouais, ouais. Le genou gauche, c'est un tendon chelou, voilà. Je sais que ce live est censé être apolitique, mais j'avais envie de partager cette version de l'hymne européen, je ne m'en lasse pas. Ok, bah on écoutera ça du coup à part. Je pense que faudra un Discord, hein, clairement. Ça va, j'ai bossé aussi, mais c'était super productif. Ouh, bien. Ah bah oui, oui. Sachez que Blau travaille sur le Crac des Chevaliers. Donc le Crac des Chevaliers est une forteresse dans le royaume, les royaumes latins. J'espère que c'est le bon terme, hein, les royaumes latins d'Orient. Et donc c'est une forteresse quasi imprenable, etc. Et donc elle travaille dessus pour en faire un exposé pendant le séminaire. C'est mieux avec l'image, hein. D'accord. Bah écoute, on regardera ça tout à l'heure parce que du coup je sais pas, en plus avec les images, si sur YouTube je vais me faire un peu striker. Du coup je sais pas. Mais promis on le regardera, il faut vraiment que je fasse ce Discord, mais là j'ai pas le temps quoi. On a vu tous les plans aujourd'hui. Tu vois, ça c'est des trucs genre, il faudrait absolument que sur le Discord on puisse partager tout ça. Enfin, je sais pas si tu as le droit de partager les plans en photo enfin quelque part, tu vois. Mais je suppose que oui, puisque tu vas aussi peut-être les montrer en séminaire. Je sais pas. États latins d'Orient, voilà, c'est pas royaume, c'est les États. Voilà, les États latins d'Orient. Or donc voilà. C'est beau la vie. Je vous avoue que du coup les courses je les ai faites il y a genre 20 minutes en fait. C'est pour ça que j'avais pas eu le temps de changer le titre du truc. Et du coup j'ai pas tout à fait eu le temps de préparer la chose. Donc on va aller fouiller ensemble sur internet. C'est chouette. Ces mêmes plans sont totalement dispo à la bibliothèque. Donc on serait safe. Ouh, trop chouette. Ouais bon bah, il faut vraiment que je fasse ce Discord. Donc quand j'aurai le temps. Quand est-ce qu'on aura du temps? Peut-être ce week-end. Genre en mode ça me fait une pause entre mon taf et mon taf, tu vois. Même si c'est pas vraiment une pause. Mais bon, c'est créatif, donc ce sera chouette. On fera peut-être ça ce week-end. On verra. On verra, on verra. D'ailleurs, faut qu'on trouve un nom du coup au serveur. Peut-être bah, le savoir ça se partage, ce sera bien. Mais si vous avez d'autres suggestions, dites-moi. Parce que je vais pas l'appeler Gilon Walter, ça fait un peu bizarre. Voilà. Si vous avez des idées au fur et à mesure du live, dites-moi. Alors, on va aller fouiller ensemble les choses. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Partage des écrans. Bingo. Oui. Alors, euh, on va fouiller un peu tout ça. Donc, là où je voulais aller, moi d'abord, c'était... euh, alors pour ceux qui ont pu voir la story sur Instagram et sur Facebook, j'ai partagé ce groupe-là. Et ensuite, il faut que j'aille voir dans mes enregistrés. Parce que je pense que j'ai... Non mais j'ai dit enregistrer. Ah ouais, c'est là. Vous allez voir, j'ai trouvé plein de trucs trop chouettes. Bon, ça du coup, Ah voilà, c'est là. Voilà. Donc, les trucs qui fâchent. Euh, Bon, on va mettre une image... on va d'abord revenir sur une image normale pour que je vous parle de tout ça. Donc d'abord, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez sur bah, alors, comment on gagne de l'argent, comment ça se passe l'édition et tout. Donc pour vous dire, un auteur, normalement,
ou un écrivain, ou une écrivaine, ou une autrice, un auteur, gagne environ entre 10 et 20%. 20% c'est vraiment beaucoup, mais ça tourne plus autour de entre 10 et 15 pour cent. Enfin voilà, en tout cas 20 c'est vraiment le max, donc entre 10 et 20 on va dire, pour cent du prix de chaque ouvrage vendu. Et souvent, quand je dis ça en fait aux gens autour de moi, ils me disent mais comment ça se fait? C'est toi le producteur de l'œuvre, c'est toi qui a tout géré, enfin pas non justement, c'est pas toi qui a tout géré, c'est quand même toi qui apporte l'œuvre, etc. C'est toi qui as écrit, c'est ton travail. Oui, c'est exact. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, 15%, c'est déjà pas mal, parce qu'en fait, si vous voulez, dans la chaîne du livre, lorsqu'on vend un livre, l'argent est réparti entre les différents acteurs du livre. Et donc, dedans, vous avez bien sûr l'auteur ou l'autrice, mais vous avez aussi l'éditeur, bien sûr, qui a son travail, etc. L'imprimeur aussi. Vous avez le libraire, vous avez le diffuseur, et il y en a un sixième. Et je sais plus comment il s'appelle. C'est un autre truc, un autre intermédiaire entre le libraire et l'éditeur. Euh, c'est le distributeur, voilà. Vous avez le distributeur, le diffuseur, l'éditeur, l'imprimeur, l'auteur. Enfin bon, il y en a beaucoup quoi. Et en fait, du coup, quand il faut se partager toutes les parts du gâteau d'un bouquin, ça fait beaucoup finalement. Enfin, je veux dire, bon, ça fait plus grand-chose par personne. Donc c'est pour ça en fait que les auteurs gagnent entre guillemets si peu. C'est aussi pour ça euh, que si peu arrivent à en vivre. Et c'est aussi pour ça que de plus en plus de créateurs se tournent en fait, enfin de créateurs et d'auteurs, d'autrices, se tournent vers ce qu'on appelle l'auto-édition. Et où, ce qui permet en fait de gagner bien plus une marge, parce qu'en fait l'auto-édition c'est nous qui faisons tout. Et donc à ce moment-là on gagne bien plus, on gagne 80% puisqu'on n'a plus que les frais du libraire éventuellement, ou de l'imprimeur, etc., du diffuseur, mais il y a pas, je sais pas, mais il n'y a pas grand-chose quoi. En fait, on se fait 80% en gros. Et donc il y a plusieurs plateformes qui ont développé l'auto-édition pour guider les auteurs. Et donc on a par exemple Edilivre. Alors Edilivre, bon, il vous donne 20%, donc ça reste quand même peu par rapport à ce qu'on pourrait faire en auto-édition, seul, en mode solo. Mais justement, Edilivre propose des choses, notamment une mise en page qu'on est obligé de faire soi-même sinon, euh, des corrections, alors ça c'est payant, enfin bref, plein de services, etc. Donc on gagne 20%. Bon. Après vous avez également Librinova, qui est spécialisé aussi dans l'auto-édition, euh, chez qui j'ai publié justement Le Fantôme Survivant dans sa première version, parce qu'en fait Librinova a un, comment dire, à, à des partenariats avec des éditions assez grandes, comme les éditions Fleuve par exemple, ou les éditions Plomb, desquelles justement j'ai reçu un code de promotion, où en gros je rentre ce code lorsque je rentre mon ouvrage sur Librinova, et à ce moment-là ils me disent que les éditions Plomb vont suivre la progression du roman. Donc si ça marche, ils prendront. En gros, on prend pas de risque. Donc voilà, donc ça, c'est le fait qu'en fait, on gagne si peu, il y ait tant d'acteurs du livre sur un seul livre, et ben ça a ces trois conséquences-là, c'est-à-dire, voilà, l'auteur enfin, gagne plus ou moins peu, donc c'est difficile d'en vivre, et donc on se tourne de plus en plus vers l'auto-édition. Ce qui a bien sûr ses inconvénients, puisque l'éditeur a des contacts, ça a aussi une certaine autorité, c'est-à-dire que je connais des libraires, par exemple, qui refusent de prendre en librairie des livres auto-édités. Donc c'est pas facile. Voilà. C'est comme pour tout. Dans un registre totalement différent, j'avais lu un article de blog qui expliquait pourquoi ça coûte aussi cher d'embaucher un musicien en événementiel, mariage, etc. Et tu te rends compte que tu as plein de trucs à payer derrière, et pas juste les 30 minutes que tu passes à faire gling gling ou pouet pouet sur scène. Ouais, c'est ça en fait, il y a tous les frais qui rentrent en charge derrière, et,
Et donc, évidemment, enfin, il y a plein de choses dont on se rend pas compte en fait. Donc voilà. Et d'ailleurs, les éditions Plomb, je ne savais pas, mais justement, on va aller voir ça et je ne leur enverrai probablement plus de manuscrits après ce que j'ai lu sur eux. Voilà. C'est comme Albin Michel. Albin Michel, c'est pas possible. C'est pareil. C'est des grands éditeurs, mais chez eux, on n'ira pas publier, hein. Ça, c'est clair. Je vous expliquerai. Enfin, vous pouvez me demander pourquoi, mais je pense que je vous expliquerai après. Voilà. Donc, on va faire un petit tour parce qu'en fait, actuellement, si vous voulez, il y a une crise de papier avec le Covid, etc. Il n'y a plus de papier. Et en fait, bah, c'est un peu le caca, quoi. Pour imprimer, etc. Du coup, il y a eu plein de retards, etc. Sauf chez les grandes éditions. Et donc là, on va lire un post qui nous explique un peu pourquoi. Alors, pour les publications de recherche scientifique dont on peut acheter le PDF sur Internet, la totalité de l'argent va en fait à l'éditeur. Demandez plutôt à l'auteur de vous envoyer une copie par mail. Ouais. Après, si l'auteur, comment dire, demandez à l'auteur de vous envoyer une copie par mail, euh, bah, ça dépend si l'auteur touche quelque chose. Après, enfin, je veux dire, s'il le fait gratuitement, autant aider l'éditeur un petit peu, quoi. Le retour au parchemin, enfin. Ouais. Bon, enfin, je pense que tous les, tous les écolos et tous les défenseurs des droits des animaux vont surgir hors de leur tanière et faire Waouh, vous écrivez sur de la peau d'animal, les pauvres moutons. En vrai, ouais, effectivement, le papier c'est quand même pas mal par rapport à ça. Ce sont mes profs qui font de la recherche qui m'ont conseillé ça. Ouais, oui, bah c'est sûr que si tu veux pas, si t'as pas de sous et que tu veux pas payer, vaut mieux faire ça. Après, les éditeurs sont un peu dans le caca, et c'est ce que je vais vous montrer aussi ce soir. Euh, et donc bon voilà. Après avoir chez qui tu publies, faut se renseigner en fait, hein. Enfin non, chez qui t'achètes, pardon. Ça me fait penser que j'ai téléchargé 2 publis en promo pendant le tout premier confinement. Je ne les ai toujours pas lus. Tu sais que j'ai des tas de livres là qui attendent d'être lus. Et je vais devoir faire pas mal de trucs. Je vais devoir, surtout en fait, il y a des bouquins que j'ai empruntés que je vais devoir prolonger parce que je les ai pas encore lus en fait. Bah pour les défis, tu réponds oui et tu brandis une plume d'oie pour écrire en plus. Ouais, exactement, mais j'ai pas de plume d'oie là. Ah mince. D'ailleurs, ça s'appelle un calame, il me semble, hein, si je me rappelle bien. Attendez, oh, regardez. Pardon, je chante parce que j'ai une chanson en tête. Trop bien. Voilà, c'est ça, calame. Pouette pouette. Et la chanson en tête que j'ai, c'est du rock strasbourgeois en plus. Je vais vous l'écrire dans le chat. Je peux pas vous la jouer, bien sûr. Le calame, c'est en roseau, non? En fait, c'est en roseau, mais. Enfin, pardon. Je suppose que ça peut aussi être en noix. En tout cas, ils écrivaient avec des calames à l'époque médiévale, ça je sais. Et bah, après, ça pouvait être. Enfin, ils écrivaient certainement avec des roseaux aussi, quoi. Si tu veux, je peux te filer une plume d'oie. J'en ai une de trop. T'as qu'une seule en trop? Ah, je pensais que t'avais plumé une oie et que t'en avais plein. Comment ça se fait que t'en as qu'une seule en trop? Je pense que j'en ai aussi, mais chez moi, mais ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, le calame, c'est pas la plume. D'accord. Bon, bah voilà. Bah, en tout cas, calame, il utilisait à l'époque médiévale. Ça, j'en suis 100% certain. Parce que j'ai vu ça en cours avec des sources et tout. Voilà. C'est rigolo. Une plume pour écrire, il s'entend. Ah, ah, j'ai pas capté. Attention, je suis fatigué. Ah oui, du coup, fallait que je vous donne le titre de la chanson. Alors attendez, bougez pas. Euh, Du coup, c'est si jamais vous aimez le rock un peu chill et le rock un peu plus hard, du coup, ça s'appelle Last Train The Golden Songs.
Voilà. Voilà. Et l'encre, tu massacres des sèches. Ouais. Et donc tu massacres. Bah ouais, je sais pas avec quoi c'est fait l'encre. Ah, je suis vraiment nul. Non, du sang d'être humain, comme ça tu martyrises pas trop les animaux non plus. Exactement. En fait, tu écris avec l'encre de ceux qui ont tué les animaux pour le parchemin. En fait, ça c'est pas mal ça. J'avoue. En fait, tu fais. Ça c'est c'est malin ça. C'est très très malin. Oh, j'ai une idée. J'ai une idée. Je viens d'avoir une idée. Une idée horrible. En gros, tu prends les gens qui fabriquent le parchemin et donc qui eux produisent à partir de peaux d'animaux. Et du coup, tu écris sur le parchemin avec leur sang sur le parchemin avec une plume d'oie. Et du coup, en fait, c'est eux les méchants, même si en fait c'est toi le méchant. Tu vois? Hé, 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 hé. Voilà. Bon, j'ai entendu dire qu'il y avait de l'acide formique dans les encres au Moyen Âge, et ça faisait des trous quand on est passé du parchemin au papier au XVe siècle. Oh, stylé. Et le papier, il me semble, c'est 14e déjà, hein. Après, c'est peut-être diffusion au 15e. Voilà. Enfin, je suppose qu'il y en avait déjà au 13e, mais il me semble que la diffusion du papier était. Oh, nous avons un abonnement. Enfin, un follow. Merci, merci. Monsieur Freeze, du coup, j'ai pas eu le temps de lire, je suis désolé. Attendez, je vais aller voir. Ah bah non, du coup, c'est pas affiché là non plus. Bon, et ben en tout cas, merci pour le follow. Ça fait toujours plaisir de voir des nouveaux. Et donc, nous ici, bon là aujourd'hui, on parle de l'écriture et on parle de la chaîne du livre, etc., de tous les acteurs et des problèmes qu'il y a. Mais sinon, normalement, en fait, on parle d'écriture, enfin tout ce qui est écrit en fait dans la description. Écriture, histoire, littérature, tout ce qui est culture, mais aussi, bien sûr, tout ce qui est euh, univers de la création, en fait. C'est-à-dire qu'on montre en quoi l'histoire peut inspirer euh, la création d'univers. Et c'est ce qu'on va faire notamment le 17, donc c'est dans une semaine, mais ça je voulais vous en parler en fin de live, même si j'en avais déjà parlé dans les autres lives. En fait, on va accueillir une historienne qui a écrit le livre La Venise des livres, donc c'est un livre issu de sa thèse, et on va montrer en fait en quoi certains scénarios de son bouquin peuvent mener à des scénarios de films, littéralement. Il y a un scénario de fou avec un meurtre et tout, et enfin c'est vraiment un truc de dingue, hein, vous verrez. Assassinat du fils imprimeur et tout, vous allez voir. Et puis de montrer en fait en quoi, enfin moi je me sers évidemment je vais me servir de ce livre et de pas mal d'anecdotes pour écrire mes propres livres. Et donc après peut-être qu'un jour aussi j'inviterai des auteurs de romans historiques pour qu'ils parlent de leurs sources et de comment ils ont écrit, comment ils ont investi leurs romans de ces sources. Voilà, voilà. Freeze Wet Sheets. Alors voilà, du coup j'espère que j'ai bien prononcé. Comme encre pas chère, on pouvait utiliser du brou de noix. Ok. Tout ce qui est pommes. À la création, c'est bien aussi, exactement. Ah oui, mais on parle aussi beaucoup de pommes, hein. Les pommes, c'est le trip de la chaîne. Donc pourquoi un auteur gagne si peu? Alors en fait, en gros, si tu veux, quand on vend un livre, l'auteur gagne environ entre 10 et 20% sur chaque vente. Donc mettons que mon livre soit vendu à, je sais pas moi, 10 euros, bah, j'en gagnerai que 2 dessus. Et en fait, c'est parce que euh, les gens n'ont pas connaissance en fait de tous les métiers qu'il y a dans la chaîne du livre. Il y en a, j'en avais répertorié 6 tout à l'heure, donc on a auteur ou autrice, ensuite on a l'éditeur, l'imprimeur, le libraire, le distributeur et le diffuseur. Donc tous qui ont des fonctions particulières et en fait bah, quand il faut se partager ce gâteau-là, c'est énorme, sachant que évidemment le libraire prend lui entre 30 et 40% parce que lui aussi il a des frais du coup de transport, sur place, etc., etc. Donc en fait, après, ça fait plus que 70, disons, allez, 65% pour les autres en fait. Et du coup, ça craint. Ce qui fait que les auteurs gagnent peu, donc il y a peu qui arrivent à en vivre, alors que paradoxalement, il y a de plus en plus de gens qui publient, ce qui mène les gens à se tourner vers l'auto-édition
qui fait à peu près 80%, qui peut mener jusqu'à gagner à 80%, notamment si on travaille avec Amazon, des ventes, voilà. Mais ce qui fait que bah, tu as des inconvénients, évidemment, bien sûr, puisque, puisque bah, l'éditeur a des contacts, un réseau, etc., une importance, une autorité aussi chez certains libraires qui n'acceptent que des livres édités. Voilà, c'est triste. Ou des concours, etc. C'est quoi, en fait, la différence entre le diffuseur et le distributeur? Eh ben, c'est exactement une nuance que je me posais, parce que euh, je pense que, en fait, le diffuseur, c'est celui, en fait, qui, en fait, si vous voulez, lorsque un éditeur sort un bouquin, il va le mettre sur une base de données. Une base de données type, je sais pas moi, Hachette a une base de données qui répertorie plein de trucs, et à partir de laquelle les libraires peuvent acheter ou commander les livres. Euh, donc voilà. Et à mon avis, bon, on va vérifier quand même, hein, mais à mon avis, le diffuseur, c'est la plateforme en fait et tout ce qui gère ça, et qui va se charger de bah, diffuser auprès des libraires, et le distributeur, c'est celui qui va venir livrer, je pense. Je vais regarder. Voilà. Alors. Un diffuseur de livres est un organisme qui assure les fonctions liées à la diffusion du livre. Merci. Le diffuseur représente un ou plusieurs éditeurs auprès des différents réseaux de vente de livres. Ouf, merci. Libraire, grande surface, multimédia, blablabla. Les termes diffuseurs ne doivent pas être confondus. Voilà. Alors, le diffuseur de livres assure exclusivement. Ouh, un autre Romain Soldat. C'est chouette. Merci. Merci pour l'abonnement. Enfin, le follow. Alors, je confonds tout le temps. Mais merci, c'est sympa de venir suivre la chaîne. Bon, je la refais vite fait, mais du coup, on parle des. Là, on parle actuellement de l'édition et des difficultés du monde du livre, actuellement. Et on va en parler après, surtout, il va se passer pas mal d'autres trucs. On va parler d'autres choses plus tard, liées notamment aux employés aussi dans les grandes éditions. Et mais sinon, on parle en fait de l'écriture, d'histoire, de création, d'univers, de jeux vidéo, etc., de fantasy, etc., et de montrer en quoi tout ça est lié en fait. Du coup, salut, Romain Soldat. Alors, c'est juste de la passion, mais le 20% est violent alors que tu fais le plus gros du taf. Ouais, bah justement, c'est ce que en fait la plupart des gens se disent, mais c'est vrai que ouais, il y a une grosse partie du taf ouais, qui est immense à faire hein, quand on est auteur. Après, ça dépend en fait, auteur ou autrice, hein, bien sûr. Mais comment dire, euh, 20%, ouais, ça pique. Et encore, c'est la partie la plus grosse, hein. La plupart des auteurs gagnent en fait plus autour de 15%. Euh, mais comment dire? Euh, Ah, tu vas devoir nous laisser, Blau. Ok, bah du coup, à plus à la fin du live, camarade. Ça marche. Bon jus de pomme. Auteur ou autrice, bah, dans le sens où, voilà, écrivain ou écrivaine. Soit une femme, un homme, ou neutre, ou autre. Et, euh, et donc voilà, et c'est ce que je voulais dire. Du coup, 20%, ouais, c'est un peu hardcore, mais d'un autre côté, en fait, l'éditeur a aussi un travail énorme, et l'éditeur, c'est lui qui fournit, entre guillemets, les sous. C'est-à-dire que c'est lui qui va vraiment prendre le risque et prendre le pari. Et c'est pour ça que j'ai aussi une dent contre les comment dire, les éditions qui publient à compte d'auteur. Ça, c'est aussi un autre truc qui existe. C'est-à-dire que les éditeurs à compte d'éditeur, bah, c'est l'éditeur qui prend les risques, etc. Et ensuite, il y a les éditeurs à compte d'auteur. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous candidatez chez eux, ils vous prennent ou ils ne vous prennent pas. Et une fois qu'ils vous ont pris, ils vous demandent, ils font une estimation de combien ça va leur coûter pour que ce soit à peu près rentable. Et ils vous font un devis. Voilà. Et donc, moi, j'étais allé voir un éditeur comme ça au tout début quand je savais absolument pas ce que c'était. Et ils m'ont demandé 2500 balles. Et là, j'ai dit, ouais, alors, c'est mon premier livre. 2500 balles, c'est un peu excessif, non? Et je leur ai renvoyé un mail, du coup ils m'ont pas répondu. Mais du coup, je leur ai dit que par principe, je pense que si un éditeur sélectionne un livre, c'est qu'il a suffisamment confiance en ce livre euh, pour, pour que ce livre atteigne sa réussite et pour que ce livre réussisse tout court.
Euh, et que donc, en fait, s'ils faisaient payer les auteurs, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas du tout confiance dans les auteurs et il n'y avait pas vraiment de sélection tout court. Donc ça craint. Donc je suis pas d'accord avec ce principe. Alors je regarde un peu les commentaires du coup. Ouais, du coup oui, je vais bien. Je vais bien, Romain. Merci. Juste un peu mal au genou aujourd'hui. Mais sinon ça va. Après, une fois que tu as ton texte, est-ce que c'est possible de faire l'auto-édition en plus de l'édition classique? Non. Les contrats sont exclusifs. Donc en fait, le contrat avec un éditeur est exclusif, ce qui est logique. Et les contrats en auto-édition ne sont pas exclusifs. Puisqu'en fait c'est toi l'auto-éditeur, donc tu t'édites toi-même. Donc après ça dépend. Par exemple si tu es édité, en fait c'est très flou tout ce domaine-là. Si tu es édité avec un auto-éditeur type Amazon, je pense que plus ou moins tu as disons un délai de 1 ou 2 mois. Quand tu dis stop, j'arrête, le temps qui ferme tous les dossiers, etc., etc. Et c'est à peu près pareil chez tous les auto-éditeurs. Après, il y a des clauses, des conditions, il faut toujours bien lire le contrat, bien sûr. Euh, donc quand tu es en édition classique, tu signes exclusivement pour généralement plusieurs années. Là, par exemple, moi, mon contrat chez les Minims, c'est 2 années reconductibles à l'infini si les deux parties sont euh, satisfaits. Euh, Alors que, effectivement, pour un éditeur, pour un auto-éditeur classique, en fait, c'est jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que tu dis stop, en fait. Et, euh, et voilà, et en fait, généralement, le passage se fait dans ce sens-là, la plupart du temps, hein, parce qu'il y a aussi des auteurs qui quittent l'édition pour passer en auto-édition pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt. Mais en fait, il y a aussi, enfin, la plupart du temps, ça se passe plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que moi, je suis passé je suis passé par l'auto-édition pour réussir à passer dans l'édition, parce que, pour être accepté, par exemple, dans ces différentes libraires, chez ces différents libraires, ou participer à ces différents concours, ou encore pour le carnet d'adresse, tout simplement, pour l'aide, hein, parce que évidemment, quand on est seul à faire la promotion de quelque chose, ça a toujours moins d'impact que si on est 3, 4, 5, parce que chacun mobilise son réseau. Donc, évidemment. Euh, le pourcentage varie. Oui, le pourcentage varie en fait, alors de 10 à 20% pour les productions papier et pour les productions quand ça passe en numérique en fait, comme il n'y a pas tous les intermédiaires, c'est-à-dire le diffuseur, le distributeur, l'imprimeur euh, et puis tout le reste, enfin bref, tout ça, ça saute. Et donc en fait là, l'auteur et l'éditeur en fait se partagent une grande partie des frais. Euh, Généralement, l'auteur gagne plus qu'évidemment en papier. Donc par exemple, chez Edilivre, donc la plateforme d'auto-édition, sur la version papier, vous avez 20%, mais sur la version numérique, il me semble que c'est 70%, voire 80%, je sais plus. Euh, voilà. Chez moi, je ne sais pas si j'ai le droit de dire les clauses, du coup je vais éviter de le dire, mais en tout cas je gagne plus que sur les versions papier. Ça fait une armure Compiègne, ouais, 2500, ils abusent un peu. C'est un peu un salaire qui te manque déjà, que la littérature française en ce moment n'est pas à son meilleur niveau. Ouais, c'est clair. Bah, en fait, surtout qu'au début, en fait, j'avais commencé par la poésie. Et donc, évidemment, la poésie, c'est ce qui marche le moins bien en plus en ce moment. Donc, voilà. Mais bon, quand c'est pour du Marlène Schiappa, je ne commenterai pas. Oh, bonsoir, Ariane Dedia. Ah, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait un moment, ça, hein? Quand t'avais pas vu, c'est chouette. Merci, merci d'être là. Freeze wedge cheese, mais le contrat mesure 2 mètres. Généralement, il fait à peu près 7 pages le contrat. Euh, Là, je l'ai pas sous les yeux. Je peux aller voir sur mon ordi, mais c'est assez. Enfin, ça dépend de l'éditeur en fait, hein. Attendez, je vais voir. Et où est-ce que c'est? C'est par là. Tu sais, quand on est. Enfin, j'ai tellement de dossiers, c'est incroyable. Alors, c'est là-dedans. Là-dedans.
Euh, et le contrat, c'est ici. Ah non, ouais, il est un peu long, ouais, il fait 15 pages. Ouais, le contrat, il fait 15 pages, ouais. 7 pages, c'est l'équivalent de mon épreuve d'examen de maths. Ouais. Et en plus, les maths, c'est relativement raccourci, il me semble, non? Enfin, j'en sais rien. Non, vous développez tous vos trucs, parce que du coup, moi, je suis en... Enfin, moi, je suis en lettres et en histoire, donc évidemment... T'as lu tout ça? Oui. Oui, j'ai lu les 15 pages, ouais. Bah oui, parce que après, tu sais, genre, quand tu publies un truc, c'est un peu ton bébé, tu y as travaillé pendant 2 3 ans, et tu te dis, bon, en vrai, passer une après-midi à lire 15 pages, à côté de 3 ans de travail, c'est pas grand-chose. Et puis tu vérifies bien, tu le relis peut-être plusieurs fois, et puis parfois tu demandes des précisions à l'éditeur. Tu peux aussi demander des modifications. Après, ça dépend de l'éditeur en fait, hein. Tu as lu tout ça. Et oui, du coup. Et t'étais en terminal D. Ouh, d'accord, terminal D. C'était. Ça allait jusque-là? Non, pardon. J'ai pas le droit de. Terminal D, ouais. Du coup, ça fait. Je sais pas ce que c'était à l'époque, parce que du coup. Je suppose que Anishka, toi, je sais plus si t'avais encore jusqu'à F et tout, ou je sais plus si jusqu'à où ça allait. Du coup, moi, pour le coup, bah, j'étais l'avant-dernière génération, il me semble, ou la dernière génération à avoir les bacs. Non, peut-être l'avant-dernière avec les bacs. Oui, oui, l'avant-dernière avec les bacs L, S, ES, etc., etc. Puisque je suis né en 99, hein, chers amis. J'ai le droit, j'ai le droit. Bon, très bien. Parfait. Or donc. Donc, ce que je disais avant que vous arriviez tous, justement, c'est que euh, on avait euh, la crise du papier en ce moment. Voilà. On parle que des trucs qui fâchent ce soir, mais vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Donc, en ce moment, il y a une crise du papier. Donc là, il y a un auteur qui, d'habitude, publie des choses plutôt joyeuses, apparemment. Mais là, donc c'était il y a 3 semaines, hein, mais la crise continue. Et ben, il a poussé son petit coup de gueule, une crise nommée papier. Donc on va la lire ensemble. Et voilà. Non, j'ai passé mon bac 2010. Aïe, ça fait déjà un moment que c'était LSES. D'accord. C'est pas vieux, 99. J'ai un grand frère proche avec ton âge. Bon, très bien. Bon, alors tout va bien. Mais de loin avec ta cam, tu fais 29 ans. Ah, je sais pas si c'est un compliment du coup. Bon, en vrai, on est dans la même décennie, hein. J'ai 23, 29, 6 ans. Bon, ma cam me vieillit. Je pense que c'est un peu comme être publié chez un éditeur, en fait, ça, ça donne du prestige. Ça donne du prestige. Ça n'a pas forcément plus de valeur, mais ça donne du prestige. Donc voilà, du coup, coup de gueule. Alors, donc on va lire ça ensemble, parce que voilà, c'est très important que les gens sachent, en fait. Alors. Bon, je me retiens régulièrement de pousser des gueulantes, mais là, faut que ça sorte. Vous ne réalisez peut-être pas, mais le secteur éditorial connaît une crise de dingue en ce moment, et les premiers à en payer le prix sont les petits acteurs, je vous explique. Donc les petits acteurs sont les petits éditeurs, hein, en l'occurrence il me semble. Ou les petits, en fait les petits éditeurs et du coup les petits auteurs auto-édités. Tout commence avec l'augmentation du prix du papier, 15% en 2021. Donc vous imaginez un peu, c'est-à-dire que là déjà on touche peu, mais déjà le prix du papier augmente de 15%. On prévoit la même situation pour 2022. En toute logique, le prix des livres devrait augmenter avec une certaine proportionnalité. Donc moins de gens qui achètent. Pourtant, il est resté stable jusqu'à présent, à peine 1% de hausse. Pourquoi donc, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que les grosses ME, maisons d'édition, qui dominent le marché ont anticipé. Elles ont commandé par avance et fait leurs réserves, ce qui met le secteur sous respirateur artificiel pour quelques mois et ruine les petits acteurs. Ben oui, tout le monde n'a pas 50 000 euros de cash à sortir d'un coup pour prendre de l'avance, et les petits ont du mal à augmenter leur prix s'ils veulent rester compétitifs. Logique. Petit rappel des charges de ma propre activité quand je distribue en librairie.
Sur un livre, j'ai 22% en distribution, diffusion, stock et partie commerciale, entre 35 et 40% pour le libraire, c'est ce que je vous disais, 5,5% de TVA, voilà. L'impression passe de 22 à 30%, sachant que là, du coup, l'imprimeur va demander plus à cause du papier. C'est ce qu'il dit, voilà, avec la hausse du papier, mon bénéfice, qui sert pour rappel à payer les charges fixes, couverture, mise en page, etc., passe donc de 10% à 3%. Oui, oui, vous avez bien lu. Et je ne paye pas l'auteur, puisque c'est moi. Voilà, donc ça remet les choses, voilà. Alors quoi faire pour rester rentable? Monter les prix? Ouais, il faudrait que je reste concurrentiel. Le papier a tellement augmenté qu'il faudrait que je rajoute 5 ou 6 euros par livre pour ratterrir sur mes pattes. Et puis, je n'ai pas une semaine entière à consacrer à la modification des couvertures, des maquettes intérieures, à l'information des diffuseurs. Ouais, changer le prix d'un livre, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et du coup, je vous lis rapidement. Ouais, j'ai remarqué, je suis complètement largué. Ouais, bon. Donc je parle pour moi, mais la plupart des éditeurs et auteurs qui utilisent le circuit complet de distribution sont dans le même cas. Et beaucoup d'entre eux vont tout simplement fermer boutique en 2022. Ce qui m'amène au second coup de gueule qui s'appelle lobbying. Ben oui, parce que l'État se mobilise pour les libraires indépendants menacés à grand renfort de cymbales sur la scène médiatique, mais n'en a rien à faire de ces éditeurs, libraires indépendants, mais n'en a rien à faire de ces éditeurs, alors que ce sont eux qui supportent les coûts et les risques d'un livre. Pendant le confinement, les libraires ont eu la poste presque gratuite, mais les autres indépendants ont pu se carrer les aides dans le... Donc, ils ont payé pour les autres, encore une fois. Tout cela est bien injuste, vous me direz. Alors pourquoi les petits éditeurs ne se mobilisent pas en syndicats? Mais parce qu'ils sont surchargés de boulot en fait. Et muselés par les gros acteurs, la SNE, Syndicat national de l'édition, jury, véritable lobby des grands éditeurs, contribue largement à étouffer la voix des petits acteurs, qu'ils soient éditeurs, auteurs ou distributeurs. Il balaie même ces rares représentations. Coucou Livre Paris, salon sponsorisé par la SNE, qui dégage purement et simplement l'édition indépendante en 2022. Tout ça au service de la superpuissance médiatique, enfin de superpuissance médiatique, pardon. Vous avez peut-être suivi l'offre d'achat d'Hachette par Bolloré. J'espère que vous êtes prêts à avoir la tête de Zemmour inonder vos librairies, pardon, ou la récupération de Bragellon par Hachette. C'est des choses qui craignent. Nous nous dirigions déjà vers une ultra-concentration de la puissance dans le secteur éditorial, mais là, nous venons de passer la deuxième vitesse. L'édition fonce vers une situation de monopole. Oui, parce qu'en effet, il y a quelques mois, plusieurs maisons d'édition, en fait, depuis, disons, la fin du XXe siècle, en fait, les maisons d'édition ont tendance à se regrouper sous de plus grandes maisons d'édition. En fait, si par exemple vous avez Madrigal, et ben en fait c'est un groupe d'édition. En fait, ils se rassemblent tous et en fait ils s'achètent tous les uns aux autres. Et en fait, Madrigal, je regarderai après avec vous, mais en fait c'est des tas d'éditeurs que vous connaissez. Mais en fait, c'est un seul groupe et vous le savez pas. Comme ce que fait Disney. Exactement. Exactement. Quant aux auto-édités et success story Amazon, ils sont en sursis. Quand le monstre éditorial aura compris le jeu de l'algorithme, de la tendance des couvertures et des attentes du marché e-book par rapport au papier, quand il aura enterré sa fierté pour serrer la main de son collègue Machine Afrique, on rigolera moins. Par chance, vous aurez toujours les Reels, ou les Reels, pour faire votre pub. Non, je déconne. Si c'est sérieux, il n'y a pas de visibilité. Faudrait pas laisser une chance aux indépendants quand même. Voilà, c'était le côté obscur du Fox. Vous voyez toujours le côté lumineux, faut bien que je vous montre l'autre face du miroir de temps en temps. Si je souriais tout le temps, vous trouveriez ça mensonger. Donc voilà. Donc voilà ce qui se passe en ce moment dans le secteur de l'édition, ce qui n'est pas bah, chouette, hein. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu crafacrin, hein. Voilà. Vous avez le groupe Madrigal en fait, donc Holding Edition, blablabla. Bla, 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 bla. Et en fait, ça regroupe tout ça. Donc dedans, vous avez bien sûr Gallimard, Gallimard Jeunesse, Gallimard Loisirs, les éditions de Noël, Mercure de France, La Table Ronde, POL, Paul, Alternatif, Futuropolis, Flammarion, J'ai lu, Édition Verticale, EBK, Casterman, Sarbacane, les éditions de Minuit qui ont été rajoutées et achetées il y a très peu, il y a quelques mois.
Et enfin, après, vous aviez justement tous les diffusions et les distributions, enfin vous en avez plein en fait. Et tout ça, ça va vers la centralisation en fait. Voilà quoi. Ben bon, ça fait pas plaisir quoi. De ce que j'ai compris, si Bolloré fait Mumuse avec Hachette, ça promet pour les manuels scolaires. Oui, c'est vrai, ça aussi, oui. Déjà que les programmes scolaires en soi, c'est pas ouf, mais c'est un autre débat. Ouais, ouais, c'est un autre débat, mais en soi, débattons, j'aime les débats, surtout sur ma génération. Moi aussi, j'aime les débats. Connaissez-vous l'éditeur de Rahan? Ça me dit quelque chose, hein. Je vais regarder. Mais dis-nous en plus. Du coup, bah, Rahan, en fait, ce sera plus simple. Parafon. Oh, voilà. D'accord. Donc, journal pif truc. Blablabla. Bla, 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 bla. Bon, je vais chercher l'éditeur, parce que moi, ça m'énerve de regarder partout. Oh, il y a eu des procès et tout. Alors, euh, non, je n'en sais rien pour l'instant. Je voulais voir, pardon, s'il avait été racheté par Bolloré et compagnie. Ah, d'accord. Alors, bah, on va regarder. Parce que Rahan, donc c'est Fils des Âges Farouches, c'est une série, blablabla, illustrée par truc. Mais d'accord, mais moi je veux le truc. Bon, alors si on va là, dans Images, on va trouver le nom de l'éditeur dessus, évidemment. New Zoom. Ah, c'est les éditions Soleil. Oui, c'est relativement connu dans le monde de la BD, c'est les éditions Soleil. Alors, on va voir. À mon avis, ils font pas partie du groupe Madrigal, évidemment, puisque bah, c'est la BD. Et la BD, c'est d'autres, enfin, c'est d'autres groupes, principalement, hein. Après, il peut y avoir des choses, mais généralement, elles se regroupent entre trucs. Alors, ah, c'est le groupe Delcourt. Blablabla. Bla, 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 bla. Alors, ah, c'est donc elle rejoint le groupe Delcourt, donc ça a été probablement racheté, je suppose, en 2011. Donc voilà, hein, c'est de la totalité de ses parts de Soleil Productions, voilà, aux éditions Delcourt. Donc voilà, donc là elles ont juste été rachetées, mais c'est pas une véritable, enfin je pense pas qu'il y ait une véritable centralisation de fou. J'en sais rien. Après, si ça vous intéresse, vous regardez un peu là, vous voyez là, on était sur le groupe Madrigal, est-ce qu'il donne non. Ah, compte non disponible. Parce que si vous regardez là, voilà, les comptes, ça donne ça. Donc c'est chiffre d'affaires 54 millions et résultat net, ça fait 6 millions en gros. Donc les deux chiffres datent de 2018. Lis un peu les procès, ok, j'arrive. Heureusement, mon secteur est nettoyé de ces Éric Zemmour, la bande dessinée. Ah, d'accord. Mais t'étais sur le live de Nota Bene ou Schtroumpf? Du coup, est-ce que je dis ça parce que ils ont fait. Alors du coup, je précise pour ceux qui savent pas, mais j'étais sur le live de Nota Bene lundi soir, non mercredi soir, je sais plus. C'est lundi soir, hein. Et j'ai gagné une BD. Je suis trop content. Voilà. Jamais, je sais pas qui c'est. D'accord. Eh ben, c'est quelqu'un de bien. Tu iras voir. Tu iras voir. Nota Bene. Attends, je vais te l'écrire. Du coup, j'arrive pour le commentaire. Alors, il y a eu un livre où on a eu un débat sur pourquoi on ne parle pas des guerres en histoire géo, alors que s'il s'est passé
alors qu'il s'est passé des choses plus variées pendant tous ces siècles. Et pourquoi j'ai l'impression qu'il y a trop d'histoire géo et pas assez de science, mais que malgré ça, les gens sont à la ramasse. Alors moi j'ai pensé l'inverse, hein, qu'il y avait trop de science et pas assez d'histoire géo. C'est peut-être ça que tu voulais dire, j'en sais rien. Euh, Après ça dépend du programme, hein. Moi j'ai toujours trouvé que les sciences humaines étaient quand même... Elles n'étaient pas à la ramasse au niveau programme. Je pense que ça s'équilibre assez. Mais par contre, dans la valeur attribuée à ces matières dans le système professionnel, enfin dans la vie professionnalisante, c'est quand même, ça craint quand même de ouf. Du coup, on va lire le procès là. J'ai regardé, il y a eu des procès. Ah bah voilà, procès, il y a toute une catégorie dessus. Donc, en 1972, les éditions Vaillant confient le dessin de Rahan à Guido Zamperoni, sans l'accord d'André Chéret et sans même l'avoir prévenu. Ça, c'est pas cool. L'éditeur souhaite ainsi répondre à la demande engendrée par le succès croissant du personnage dans Pif Gadget. Mis devant le fait accompli, Chéret, jugeant que le style de son collègue italien ne convient pas à Rahan, préfère être assisté par 3 autres dessinateurs au sein d'un studio. Malheureusement, le temps qu'il consacre à leur formation est au détriment de celui qu'il passe à dessiner, et cette solution est abandonnée au bout d'un an. Chéret travaille pendant un an en tandem avec le dessinateur espagnol Romero et trouve cette collaboration satisfaisante. Quand une avance sur ses droits d'auteur lui est refusée au motif qu'il n'est pas auteur mais seulement un exécutant, André Chéret intente plusieurs procès pour faire reconnaître sa qualité de co-auteur, pour le paiement de droits d'auteur relatifs à une réédition, pour le préjudice moral causé par des couvertures dénaturant ses dessins et pour plagiat à l'encontre de Romero. Il obtient gain de cause dans les 4 cas et trouve un accord avec Vaillant afin de poursuivre les aventures de Rahan. Ouais. Et ça, c'est toujours un truc qui fait flipper les auteurs. Et c'est vrai que quand on a travaillé assez longtemps sur un projet, on le donne aux éditeurs, sachant qu'il n'est pas publié, et on a quand même pas mal peur de se le faire voler, hein. Même si c'est presque improbable. Mais voilà. C'est pour ça que par exemple le mien, mon manuscrit, je l'ai déposé à la Société des gens de lettres, qui le garde. En fait, j'ai déposé avant d'envoyer après aux différents éditeurs. Comme ça, j'ai un accusé de déposition, etc. À cette date-là, c'était moi le premier à l'avoir déposé, etc. J'ai certifié sur l'honneur, blablabla. Ça parle de Rahan. Ouais, parce que Freeze Wet Sheets aime bien cette BD et du coup on parlait de ça et du fait que il y avait eu un petit procès là et que, euh, et que donc l'auteur avait gagné. Et oui, en fait, on parlait des rachats des grands éditeurs par d'autres éditeurs, en fait, et la centralisation des différents auteurs, notamment, comment dire, les éditions de Minuit, qui avaient été rachetées par le groupe Madrigal, là, qui contient déjà presque tout, enfin, une grande partie des grandes éditions de France, dont tout ce qui est Gallimard, Flammarion, euh, Paul de Noël, enfin bon, plein d'éditions, quoi. Ouf, et puis beaucoup de... Ça fait du bien. Or donc, donc là, je pense que j'en ai à peu près fini avec cette partie-là. Maintenant, on va parler, sauf si vous avez des questions. Oula. Bon alors, Anishka, du coup, les gens se focalisent un peu trop sur le passé, mais bon, mon impression sur l'histoire est que je l'ai trouvé assez insignifiant. Ouais. Contrairement à quand je faisais des recherches moi-même et que je tombe sur des livres ou romans sur des thèmes variés, ça trouve son sens avec son analyse, mais la géographie est assez utile pour pas paraître con que dire que l'Espagne est un pays d'Asie. Oui, ça c'est sûr. Après, oui, c'est sûr. Après, je sais pas, moi j'ai en géographie, c'est ça qui est fou aussi, c'est qu'en géographie, enfin moi on m'a pas appris à situer tous les pays sur une carte en fait. On m'a appris à donc bien sûr on m'a appris les pays d'Europe, voilà. Les principaux grands pays connus, mais par exemple il y a plein de pays d'Asie, d'Asie centrale, du Proche-Orient et d'Afrique et d'Amérique du Sud, dont on n'a jamais entendu parler en cours. Donc tout ça, et en fait au profit
La mondialisation, ça c'était le gros thème en géographie de là où j'étais, c'était wow, la mondialisation et puis les différents axes d'échange, voilà. Euh, C'était surtout ça en fait, hein, et pas trop de la géographie pure et dure. Moi je trouvais que chez les L, vous aviez très peu de sciences, bah évidemment, mais après c'est un choix. Et ça faisait un bac vachement spécialisé, sans jugement péjoratif. Mhm. Pendant que nous, en S, on avait une part non négligeable de matières littéraires, histoire géo, français et langue, ce qui faisait un bac relativement équilibré, alors que les deux filières étaient générales. J'aurais préféré plus de sciences en L pour avoir aussi un truc équilibré, ou moins de lettres en S pour un truc spécialisé. Hmm. Bah écoute, ça dépend en S de ce que toi t'as aimé, mais moi, effectivement, le programme de sciences en L, ça m'allait très bien. Donc s'il faut choisir, prenez moins de lettres. Moi je suis très bien avec, avec ma dose de science. Ouais, ouais, mais grâce à ces mots occident, oriental, j'ai réussi à me localiser. Oui, c'est sûr. Après, bon, c'est vrai, mais bon, ça devrait pas faire l'objet de tous les cours, quoi. J'en sais rien, je dis ça. Et donc, la suite de l'histoire ce soir, c'est de parler de ce conte magnifique. Je vous encourage fortement à aller vous abonner. Ça s'appelle Balance ton éditeur. Alors, donc voilà, collectif contre le harcèlement, les discriminations et les mauvaises pratiques dans le monde de l'édition. Donc dans ma story Instagram de tout à l'heure, j'ai partagé une des publications, notamment celle-ci, hein, quand même. Donc chez Flammarion, hein, quand même, Flammarion. Autrice, ça ne prendra jamais, ça ressemble trop à autiste. C'est chaud. C'est très très chaud d'entendre ce genre de choses. Euh, et pourtant, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'au sein des grandes maisons d'édition, on a du sexisme comme pas possible et de la pression aussi, euh, comment dire, bah, qui frôle ou qui est plus ou moins du harcèlement. Et donc ça, c'est chaud. Alors, préférence pour moins de lettres parce que moi, feignasse, moi vouloir passer moins d'heures. Bah, tu vois, finalement, on est d'accord. Sexisme doublé de validisme, joli combo. Ouais, ouais. Non, mais on est sur un combo, hein. C'est pour ça aussi que j'ai partagé plutôt celui-là. Après, comment dire, le groupe en est plein, hein. Par exemple, voilà. Donc chez Plomb, là où justement on m'avait donné le code pour suivre mon bouquin chez Librinova. Donc ce n'est plus un secret pour la personne dans le milieu. X a été licencié pour des faits avérés de harcèlement moral et sexuel. Le dossier comportait des dizaines de témoignages, tous similaires. Cette personne a su duper tout le monde pendant des années en envoyant de la poudre aux yeux des auteurs les plus stratégiques de la maison, les dénigrant par ailleurs constamment dans leur dos. Il poussait à bout son équipe, les faisant travailler comme des fous, les sollicitant soir et week-end dans un seul but, dissimuler son incompétence et garantir sa propre réputation. Il écrasait et rabaissait ses collaborateurs tout en se vantant d'être le plus créatif car issu du monde de la publicité. Ses colères pouvaient être terribles. Le voir devenir DG, directeur général, poste nécessitant des compétences de contrôle de gestion et de RH, est une aberration. Donc ça clash sévère, bien sûr, ça... les plus critiques, les plus pragmatiques d'entre nous diront où sont les preuves, bien entendu. Et à cela, nous répondons tout simplement que ceci. Euh, voilà, le lien qui a été posté dans la description. Non mais je m'en fiche, j'ai pas envie de m'abonner. Mm. Donc bref, il y a des tas de trucs, hein. Donc sachez que des gens déjà, donc Albin Michel est en fait le- l'édition qui publiait Éric Zemmour. Et en fait, certaines personnes à la tête d'Albin Michel se sont fait virer et ont pris la tête du groupe Plomb. Et à partir de ce moment-là, comme par hasard, ils ont commencé aussi à publier Zemmour. Ça, c'est vrai que les cours de français à JT cassaient un peu le rythme avec mes chapitres de maths. Ah oui, ça. Donc on va regarder un peu leur story. Si je clique, ça affiche. Génial.
Management nocif, l'éditrice d'Éric Zemmour sème la zizanie chez Plomb. Voilà. Bon alors du coup je vous conseille d'aller voir ce truc. Voilà. Et là on a le récap, donc ça c'est chouette. Petit récap Plomb. Donc, le 11 octobre 2021, Lise Boel et Michael Palvin, je sais pas, prenaient leurs fonctions en tant que DG et DGA chez les éditions Plomb, groupe Editis, encore un groupe, hein. Peu de temps après l'arrivée de cette nouvelle direction toxique, sans surprise, une grande partie des salariés de Plomb se mobilisaient, demandant pour certains à quitter la maison. Pour rappel, le nouveau DGA, Michael Palvin, avait été licencié, fait assez inédit dans le milieu, des éditions Albin Michel début 2021 suite à une longue enquête interne pour harcèlement. Un fait dont la direction d'Editis nie avoir eu connaissance lors de son recrutement. La nouvelle DG, Lise Boel, ex-éditrice de Zemmour chez Albin Michel également, est, quant à elle, connue comme le loup blanc depuis des années dans le milieu pour des faits de harcèlement. Dans son portrait fait par Livre Hebdo en avril 2021, il était déjà question des nombreux collaborateurs et collaboratrices poussés à bout par son management toxique. En mai 2021, nous avions également publié un témoignage la concernant alors qu'elle était encore chez Albin Michel peu avant son départ. Le 9 décembre, Mediapart publie une longue enquête incriminant Michael Palvin. Suite à la mobilisation des salariés, aux témoignages publiés, mais surtout grâce à la médiatisation nouvelle de ce dossier, la direction d'Editis est bien forcée de rendre des comptes et de reconnaître une erreur. Le 10 décembre, un communiqué est envoyé à tous les salariés. Le groupe explique alors mettre au cœur de ses préoccupations la santé, la sécurité et le bien-être de ses collaborateurs. Michael Palvin est mis à pied avant d'être finalement licencié. Pourtant, Lise Boel, qui n'a pas reçu la même couverture médiatique, reste en place. Elle fait alors l'objet d'une enquête interne et des mesures d'éloignement sont mises en place. Le 16 février 2022, donc il y a peu, les conclusions de l'enquête concernant Lise Boel sont présentées aux salariés. Le rapport atteste, entre autres, d'un management jugé dysfonctionnel et nocif par la médecine du travail. Pourtant, cette fois encore, celle-ci reste en poste. Le 6 mars 2022, donc il y a 4 jours, l'Express FR publie un article sans appel. La directrice générale n'a écopé d'aucun avertissement ni blâme à la remise du rapport, peut-on lire dans celui-ci. Elle fait désormais savoir dans tout Paris qu'elle a eu l'autorisation du groupe de constituer une nouvelle équipe sous ses ordres, une information confirmée à l'Express en interne. Que faut-il faire en 2022 pour que ces problématiques soient prises au sérieux, pour que les salariés soient écoutés et que de véritables actions soient mises en place, et pas seulement lorsque l'affaire devient gênante médiatiquement? Et combien de Stéphane Marsan, combien de Lise Boel, dont on n'entend parler qu'au détour d'un café à voix basse, et qui ne seront jamais inquiétés, car bien trop puissants? Combien de salariés qui souffrent en silence, combien dont la parole est bafouée? Hey, je vous avais dit que ça allait être joyeux ce soir. Bon, j'ai du coup lire vos commentaires. Alors, bon, du coup, vous parlez du truc, du coup, voilà. Parler de la philo, j'ai pas trouvé inutile. Bon, on parlera de la philo un autre jour, mais je suis assez d'accord, la philo, c'est... On en parlera un jour. La façon d'enseigner, exactement. Oui, on en parlera de la philosophie peut-être un jour où justement on parlera des universités médiévales et de leur utilisation du corpus aristotélicien, pardon. Euh, et en fait, on parlera probablement en fait de la manière de faire cours et d'écrire et de faire des examens et d'enseigner à l'époque médiévale. Et je pense que justement, donc dans les universités, hein, je pense qu'à ce moment-là, lorsqu'on en parlera, on évoquera aussi la manière d'enseigner actuellement et notamment celle de la philosophie. Si ça vous intéresse, bien sûr. Bon, je vais me servir du jus de pomme. Hi. Vous pouvez me croire ou vous pouvez pas me croire, mais il y a encore de la mousse. Pardon.
J'en ai appris plus sur comment réfléchir correctement en m'enfilant des vidéos d'hygiène mentale qu'en un an de philo. Mhm. T'es écrivain, je pensais que t'allais me sortir une citation, je suis déçu là. Vous voulez une citation? Très bien, attendez, j'arrive. Hop, une citation. N'importe laquelle? N'importe laquelle? Vous voulez une citation de quel auteur? Parce que Aristote, je me rappelle plus. J'en avais appris mais en prépa, mais j'avoue que... Alors, une citation. Euh, L'imagination est la reine des facultés, elle est l'analyse, elle est la synthèse. Voilà. Alors en fait, ça vient de... Ah, c'est quoi? C'est Considération esthétique? Un texte qui est paru... donc c'est pas considération, c'est un truc du style considération esthétique de Baudelaire, qui est paru en 1868. Et donc c'est un extrait qui s'appelle La reine des facultés avec une majuscule. Oh hier, merci. Euh, bon alors faudrait faire un crochet, hein, bien sûr, c'est l'imagination est la reine des facultés. Crochet, trois petits points, fermez le crochet. Elle est l'analyse, elle est la synthèse. En fait, ce qui veut dire, c'est une citation d'ailleurs, je pense qu'on en parlera au moment de la création et lorsqu'on parlera même de la façon dont on crée un univers. Je pense que ce sera une belle citation d'accroche parce que l'idée c'est voilà, l'analyse et la synthèse. Analyse, c'est-à-dire elle décompose et elle synthétise, elle recompose. Et dans ce contexte, en fait, Baudelaire veut dire que l'imagination, en fait, elle prend, c'est comme ça que je l'interprète, c'est comme ça qu'on l'avait interprété aussi dans mes cours, mais en fait, elle prend tout le réel qu'on a autour de nous, elle l'analyse, elle le décompose, elle en retient juste certains éléments, elle vire les autres, et elle recompose un nouvel univers ou une nouvelle création, quelle qu'elle soit, à partir de ces éléments-là. Voilà, tout simplement. C'est l'idée générale de la chose. Euh, donc l'idée de décomposer et recomposer à partir des éléments qu'on a triés en fait. Euh, et c'est vrai que c'est exactement... voilà, tu le fais sans arrêt. Bah voilà, bah, c'est exactement ça en fait, hein. C'est... en fait, c'est un peu la manière classe de dire des trucs évidents, mais c'est un peu ce principe-là. Et c'est vrai que c'est ce que je fais tout le temps aussi, hein. C'est ce que c'est en fait, ça pourrait quasiment être le mot d'ordre de la chaîne, dans le sens où bah justement, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller puiser dans principalement les sources historiques pour trouver un univers et pour créer un univers, pardon. Et donc voilà. Et donc c'est ce qu'on fait en fait. On va chercher des éléments pour les rapporter. Et c'est vrai que moi, par exemple, tout à l'heure, on était sur mon Instagram et lorsque je défile, bon, je suis abonné à plein de trucs différents, mais parfois je trouve des trucs et je me dis tiens, ça ce serait pas bête et je le prends, tu vois. En tout cas, j'entre dans une jouissance accrue quand je crée dans mon cerveau. Ouais, effectivement, bah ça. Mais dis-moi, tu fais quoi en fait? Tu fais de la BD ou tu dessines ou... Je sais pas d'ailleurs comment t'es arrivé jusque ici sur cette chaîne, sur cette chaîne où on boit du jus de pomme. D'ailleurs, ouais, si t'as remarqué depuis tout à l'heure, tu cumules des jus de pomme, enfin non des jus de pomme, des pommes, et tu peux les dépenser de faire plein de trucs. C'est Interpol. De toute façon, j'ai rien fait de méchant. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Je suis censé être un espion. Je ne sais pas. À toi de me le dire. Du coup, voilà. Et oui, et du coup, la dernière publication que j'ai enregistrée sur mon Instagram, en fait, c'est un cheval dont ils ont tondu les poils de sorte à graver des motifs, en fait. Je vais vous montrer, ce sera plus simple, en fait. Mais et j'ai trouvé ça génial, en fait, comme idée. Surtout qu'en fait, dans le prochain roman que j'écris, bah, il sera question aussi de peuple cavalier. Donc, en fait, c'est juste génial. Pam, pararara. Voilà, bingo. Et j'ai trouvé ça ouf. Bon, alors les motifs, ce sera pas cela, tu vois. Enfin, vous voyez, ce sera pas cela. Mais sur le principe, je trouvais que l'idée était géniale. Voilà.
Après, il y a d'autres trucs, des trucs marrants. Genre, ça là, ça c'est super, enfin une superbe reconstitution, voilà, voilà. Mais hypothétique, bien sûr. Je dessine depuis que je suis petit, j'écris des scénarios, mais j'arrive pas encore à les mettre sous forme numérique. Ah, ok, je vois. Bah écoute, moi je dessine pas, enfin, ou peu, du moins quand je dessine, c'est pas ouf. Je sais pas, je pense que j'ai mis quelques dessins sur mon profil, mais bah, dis donc, ça fait un bail que j'ai pas mis de dessin. Alors, ces dessins-là, c'est pas moi qui les ai faits justement, mais ça, c'est un dessinateur amateur qui m'a fait ces dessins pour mon roman. Et du coup, ils sont géniaux, pardon. Moi, quand je dessine, ça donne plutôt des trucs comme ça. Des trucs pas ouf, quoi. Genre ça. Ah, c'est très sommaire parce qu'en fait, dès que je commence à dessiner, ça après. Enfin, dès que je veux rentrer dans les détails, ça casse tout. Du coup, je reste sommaire, en plus, ça fait un petit effet. Voilà, et ça passe tranquille. Et en ce moment, je travaille sur un podcast lié à histoire de genre arts martiaux. Oh, stylé, mais faut que tu nous en parles plus, faut que tu viennes m'en parler en privé parce qu'on peut peut-être faire un truc du coup. J'en sais rien, je dis ça comme ça. À boire, oui, merci. Je commence à avoir la gorge un peu sèche. Désolé pour le petit bruitage. Tu t'en sors mieux que moi, ça va, il est pas mauvais. Bon, bah écoutez, merci, hein. Mais attendez, le plus stylé que moi j'avais aimé, que j'avais fait, après c'était mi-calque, mi-schtroumpf. Mais d'ailleurs, je comprends pas pourquoi j'en ai pas fait un post en fait. Je vais vous le chercher, bougez pas. Ah, le fil est assez long pour que je puisse me déplacer dans ma chambre. Ah, par là. Alors, du coup, je vais mettre scène pour montrer. Voilà, exactement. Alors, attends, je lis les commentaires. Ouais, mais je vais devoir écrire une histoire avec toi. Why not? Pourquoi pas? Euh, Non, mais si tu veux, mais après, si tu commences à produire des trucs et que tu as envie de le partager, bah, on se fait un truc ensemble sur la chaîne, y a pas de souci, hein. Après, il faut qu'on en parle pour que ce soit bah, pour qu'on voit si c'est possible ou pas, mais voilà. Quel genre d'arts martiaux? Ça flirte aussi avec de la science-fiction, mais je ne comprends pas la question. Bref. Du coup, voilà le dessin que j'aimais bien. Ah mince, reflet, reflet. Voilà, là, il n'y a pas trop de reflets. Caca. Ni, voilà. Bon, je le trouvais un peu classe. Et je sais pas pourquoi j'ai pas fait de post sur celui-là, parce que j'avais rassemblé toutes les sources et tout. Donc dans l'idée, en fait... oh, pardon, bon ça c'est un cheval, normal, jusque-là tout va bien. Là, l'armure du cheval, c'est une armure 15e siècle de type turc, qui est dans un musée à Dresde. C'est une armure lamellaire. Pareil pour en fait l'armure de la cavalière, parce que c'est une femme. Donc ça c'est turc 15e siècle aussi. J'ai juste rajouté des protections sur les jambes. Là on a un marteau d'armes juste là 15e siècle mais en Angleterre, qui est à la Wallace Gallery Museum truc. Et là au-dessus vous avez le casque. Euh, et celui-là est trop bien. Donc ce casque, c'est une interprétation historique. En fait, on n'en a pas de source archéologique. On a juste une source. On a juste une source sur un vase. Donc en fait, on ne sait pas si genre juste le mec il a déconné, il a fait waouh, je vais faire des têtes de serpent dessus, trop classe. Ou ou si ça a vraiment existé. Ah, et ça te dit qu'on en parle dans 2 semaines. Why not? Oui, enfin, faut qu'on parle d'abord en privé pour voir si ça passe, mais oui.
toute façon, là après, il faut que je vous dise un peu de toute façon tout ce qui va se passer sur la chaîne. La semaine prochaine, donc on a l'historienne Catherine Rido-Kikuchi. La semaine d'après, je sais pas quelle semaine c'est. Donc le 17, on a Catherine Rido-Kikuchi. Le 24, il n'y a rien. Et le 31, j'ai un autre historien, Florian Besson, qui va venir nous présenter euh, la, la revue Actuel Moyen Âge. Et avec les deux, on va probablement aussi parler euh, du tract Zemmour contre l'histoire, puisqu'ils y ont pris part. Mais j'ai pas encore eu le temps de me faire une idée de l'histoire que je vais créer avec toi. Oui, non, mais de toute façon, après, on va voir. On va voir, si c'est pas 2 semaines, c'est un mois, c'est 2 mois, c'est pas grave. Enfin, on va voir. Là, pour l'instant, c'est qu'une idée. On, on voit si on arrive à faire un truc. De toute façon, toi, tes sources d'inspiration, ce que tu as envie de faire, etc. On va voir. Mais en tout cas, pourquoi pas. Voilà. Et sinon, bien sûr, je sais pas si tu sais, mais donc le lundi, il y a aussi un stream à 19h30, pareil. Et là, c'est du gaming. Donc actuellement, on est sur Dragon Age Inquisition. Voilà, voilà. Actuellement, on est sur du Dragon Age Inquisition. Et ensuite, on va faire Pentésilé. Ça, c'est un autre trip, hein. Je vais pas en parler là parce que tout le monde sait. Mais en gros, Pentésilé, c'est l'Amazon la plus badass de tous les temps. Et je vais m'acharner à vous le prouver pendant, je dirais, 5 lives. 4 ou 5 lives, parce que j'ai fait un exposé dans un séminaire et voilà. Et donc, je sais, enfin, j'ai fait des recherches pendant des semaines dessus. Et après, on fasse celui sur les guerres hussites. Une fois qu'on aura passé le nouveau cap, genre, sais pas, moi, les 100 ou les 150 followers, on fera celui sur les guerres hussites. Parce que du coup, là, je travaille aussi depuis pas mal de temps dessus. Ah, ok, je suis pas tout le temps sur Twitch, mais bon, j'arriverai au hasard. Bah écoute, avec plaisir. Ça serait chouette que tu puisses passer. Et sinon, les lundis et jeudis également à 21h30, nous sommes plusieurs ici à suivre la geste oubliée. Exactement. Et je fais la promo tous les soirs du coup pour la geste oubliée. Donc la geste oubliée, si t'es là, en fait, moi je termine à 21h et eux ils commencent à 21h30. En fait, c'est des amis qui ont une chaîne donc Twitch, mais à l'origine c'est une chaîne YouTube et ils ont créé un univers de fantasy où bah, qui développent en fait tout simplement, mais sous forme de vidéos, voilà, sous forme vidéo. Donc principalement sur des vidéos sur YouTube où ils développent le lore, ils développent les combats, les intrigues, les histoires, etc. Et sur Twitch, le lundi c'est gaming, comme moi, et le jeudi c'est plus blabla, mais en l'occurrence, là ça fait des semaines, voire des mois, hein, qui font euh, le dessin d'un bestiaire. C'est-à-dire qu'ils sont en train de créer un bestiaire pour l'univers, et du coup, Vicmart ou Max, qui est aux commandes de la chaîne Twitch, est aussi graphiste. Et donc, il passe son temps les jeudis principalement à dessiner, à dessiner le bestiaire. Et après ça, tu essaieras de nous prouver que Pentésilée aurait totalement battu les Hussites. Peut-être. C'est que j'ai déjà préparé des trucs. D'ailleurs, il faut que si quelqu'un sait comment on installe un Nightbot et tout, je vais regarder. Parce que justement, on va pouvoir mettre des commandes dans le chat. Vous savez, genre point d'exclamation plus un mot. Et j'ai déjà prévu des trucs. Bon, alors il nous faudra bien sûr une commande jus de pomme. Ou pomme, tout simplement. Après, il y aura une commande Pyrrhus. Le gars qui pue le plus le seum de l'histoire de la guerre de Troie. En gros, vous mettrez slash, enfin non, point d'exclamation Pyrrhus. Et après, il y aura ce message-là qui s'affichera. Vous pourrez mettre du coup point d'exclamation Pentésilée. Et il y aura écrit euh, la reine Amazone la plus badass de l'Antiquité et du Moyen-Âge, fille d'Arès, déesse vivante pour certains, la meilleure parmi les femmes, égale d'Hector, d'une beauté sans pareille, pourfendeuse de rois et de héros grecs, morte au champ d'honneur pour l'amour ou pour la gloire, le crâne fendu en deux jusques aux dents. Et là, entre guillemets, je donne la source.
C'est d'ailleurs c'est le roman de Lès, si jamais ça en intéresse certains. Attendez, je vais le chercher, je vais vous le mettre. Euh, voilà, c'est ça. Jean Lefebvre. Je sais pas si on trouve une édition stylée. Moi, si je veux faire shopping, moi je vais l'acheter, moi. Euh, Ils sont trop nuls, ils l'ont pas. Ah, c'est pour ça que j'ai pas pu l'avoir pour mon anniversaire, parce que je l'ai commandé, mais ils le trouvent plus. Faut que je le vole. Faut que je le vole à la BNU. Enfin bref, c'est le roman de l'Aise, quoi, ça se crie comme ça. Et donc c'est Jean Lefebvre, je vais vous le mettre. Voilà, et c'est trop bien. C'est trop trop bien. Ah, c'est un gros kiff, en fait, il décrit... donc il y a un chapitre, en fait, qui est dédié à Pentésilée. Et sur 60 pages, il vous décrit toute l'histoire de Pentésilée, et c'est génial. Donc Jean Lefebvre, en plus, ce roman de l'Est, c'est 15e. Donc 15e, il me semble, hein, ou 14e, je sais plus. Attendez, je vais vérifier. En tout cas, c'est bas Moyen-Âge, ça c'est sûr, parce qu'en fait, si vous voulez, le roman de l'Est, en fait, c'est le roman de Liès. Et donc, en fait, ça parle des Preuses, où c'est un catalogue des personnes, des personnes, d'exemples à suivre. En fait, c'est un... Ah, pas un exemple là, un recueil d'exemples, quoi. Je sais plus quel est le terme. Voilà, donc c'est 14e siècle. Ouais, 14e siècle. Il serait né vers 1320 et est mort en 1380. Après 1380. C'était le procureur du Parlement de Paris. Vous voyez où ça? Ah oui, oui, c'est ça en fait. Voilà, je vous raconte un peu, puisqu'en plus hier, ah non, avant-hier, c'était la journée des droits de la femme. Donc il compose le livre de l'Est entre 1373 et 1387, dans lequel il prend la défense des femmes attaquées par des auteurs comme Mathéolus dans les Lamentations de Mathéolus et Jean de Meung dans le roman de la Rose. Et il introduit ici le thème des neuf preuses. Oui, c'est en fait c'est un des premiers exemples où on voit vraiment les neuf preuses, mais en fait c'est plus compliqué. En vrai, on fera aussi un exposé, enfin un exposé. Je vous parlerai aussi des neuf preuses un moment parce que c'est vachement plus compliqué que ce qui paraît en fait. Voilà. Alors, go organiser un casse de la BNU. Il y a des bouquins que je veux aussi. Ouais, mais alors là, on prend deux caddies en fait, deux caddies clairement. Ils ont des bouquins de musicologie médiévale et Renaissance là-bas que je sache si je participe. Ah, certainement. Certainement. À 100%. Et si tu veux, la BNU, en fait, c'est la Bibliothèque nationale et universitaire. Donc, en fait, c'est la deuxième bibliothèque nationale de France. Donc, en fait, tu as la BNF, où tu as vraiment tout, absolument tout. Et après, tu as la BNU, où tu as un peu moins tout, mais tu as quand même tout. En fait, ils sont obligés d'avoir un certain nombre un catalogue, en fait. Enfin bon, c'est immense, et en fait, il y a des magasins. Bon, voilà. En tout cas, je pense. Après, du coup, Blau, t'en as trouvé que quelques-uns, mais après, je sais pas, t'as tapé musicologie médiévale ou quoi. Il y a même des livres sur l'étude de la musicologie médiévale étudiée dans les années 1800. Voilà, mais il y a vraiment tout, parce qu'en fait, si tu veux, t'as aussi... Enfin bon, nous, on a juste... Là où je suppose que t'as juste tapé musicologie médiévale ou un truc comme ça, mais Anishka, toi, tu connais les termes précis, tu connais les auteurs, etc. Donc je suppose que tu vas trouver plein de trucs aussi. Et oui. Et puis tu pommes. Bon, du coup, est-ce que la mousse a bien tenu là? Vous avez pas eu de petits crunch crunch? Parce que du coup, elle est arrivée hier, donc je suis relativement content. Ah là là. Ouais, ça a bien tenu, ah, génial. Bon, bah du coup, je vais la garder, sachant qu'en fait, j'ai reçu un paquet, enfin une espèce de pack. En fait, il y en a 10 dedans, donc voilà, donc c'est génial. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir.
C'était sympa de parler de tout ça avec vous, sachant que voilà, je pense que c'était un sujet relativement important à aborder, et puis ça, c'est pas mal de choses que la plupart des gens en fait ils savent pas quoi. Et, euh, et donc voilà. Donc il y a des choses qui vont pas, comme partout. C'est un peu partout. Oh, à boire, merci. Merci, merci. J'en suis content. Brrr. Bref, voilà, voilà. Et donc, vu que c'est la fin du live, tu renotes ta proposition. Donc, moi, je vais l'ouvrir pour le regarder après. Oh là là. Rien que là, l'image, c'est Mr Bean. Ça promet d'être rigolo. Ok. Bon. Eh ben, du coup, je vous rappelle plusieurs choses. Donc, la semaine prochaine, début de semaine, lundi, 19h30, on continue Dragon Age Inquisition. Et ensuite, le jeudi, il y a le live sur la Venise des livres. Alors, s'il vous plaît, préparez plein de questions, préparez plein de choses, soyez présents et essayez de ramener du monde. Ce serait vraiment chouette parce que ce serait bête si vous voulez qu'on fasse venir quelqu'un d'aussi ouf sur la chaîne et qu'il n'y ait personne pour voir ça, quoi. Alors que c'est une opportunité de poser des questions et d'apprendre des trucs géniaux. Donc voilà, donc la Venise des livres, hein, bon bah tout simplement, hein, ça parle, je vous en dirai plus dans les stories, etc., de quoi ça parle, pour savoir un peu de quoi il en retourne, mais sur le principe, la Venise des livres, c'est assez éloquent, hein, ça parle des imprimeurs et des débuts de l'imprimerie à Venise, donc de 1469 à 1530, et donc voilà, on verra en quoi justement c'est... euh, pourquoi par exemple c'est Venise et pas une autre ville en Europe. Euh, Qu'est-ce qui a changé avec l'arrivée de l'imprimerie, notamment en Italie, et puis les intrigues, bien sûr, entre imprimeurs, etc., tout ce genre de choses, la violence dans ce monde, dans le monde du livre, la place des femmes, la place des étrangers aussi, au sein des métiers du livre, est très très importante. Donc voilà, donc on parlera de tout ça. Préparez vos questions et faites venir du monde, s'il vous plaît. Ça serait génial. Go spammer les grattes par mail, Discord, pigeon voyageur, chorale de barde. Ouais, ouais, on va leur envoyer des messagers et tout. On va faire ça. Voilà, mais de toute façon, j'enverrai un message, je pense. J'essaierai. Enfin bon, voilà. Du coup, il est 21h02. Il est l'or. Il est l'or, mon seigneur. L'or de se quitter. Or donc, eh ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à lundi. On se retrouve sur la chaîne de la Geste oubliée à 21h30 pour ceux qui viendront. Alors moi peut-être pas dès 21h30, mais en tout cas à un moment durant le live j'y serai, c'est sûr. Donc à dans quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Et puis sinon à la semaine prochaine. Et puis surtout, n'oubliez pas que le savoir, ça se partage.